Pour le dernier panel, nous allons parler de choses beaucoup plus concrètes. Actuellement, nous avons parlé de Python principalement. Là, nous allons parler de comment est-ce que vous allez passer d'une idée à un projet réel et à une solution que vous allez développer concrètement. Pour cela, nous allons inviter trois panélistes, justement, qui ont de l'expérience dans ce domaine et qui vont vous partager leur savoir. Donc, sous vos acclamations, vous allez accueillir Monsieur Pontikba Chabao, Senior Python Next.js Developer, Digital Officer and CEO of Maizu. Ensuite, nous avons Monsieur Basile, Data Scientist et Machine Learning, IA, valorisation de données et ainsi de suite. Et pour finir, Monsieur Hugues Bamsimwe Bamassi, développeur mobile, entrepreneur, fondateur de H-Express, Orga Africa et Touro. Et maintenant, vous allez aussi m'acclamer parce que je vais être la modératrice. Merci. OK. Donc, pour rappel, le thème de ce panel, c'est explorer l'impact de Python, de l'idée entrepreneuriale aux applications intelligentes et à la valorisation des données pour le développement. Vu que nous sommes un peu talonnés par le temps et que je sais que vous avez hâte d'être à la pause, on va essayer d'être bref, de leur poser des questions pertinentes qui vont vous aider à mieux comprendre le contexte entrepreneurial en Afrique ici, justement. Et pour commencer, je vais leur laisser la parole pour que chacun d'eux puisse se présenter brièvement et nous parler de son parcours. Merci. Hello. Ok. Bonjour à tous. Moi, c'est Hugues Bassimsoué Bamassi. Je suis cofondateur de Orga Africa, une boîte qui révolutionne votre façon de commander dans les restaurants. Mais je suis principalement businessman et aussi développeur de compétences. Alors, mon expérience particulièrement, je ne suis pas développeur de formation. Je pense que la plupart qui me connaissent ou qui ont déjà visité mon LinkedIn le savent. Je n'ai pas fait de formation en génie logiciel. Je me suis auto-formé. J'ai appris à coder tout seul. Et particulièrement, j'ai aussi commencé par Python. Je pense que c'est la porte d'entrée. MoonPy, tout ce qui va avec et tout et tout. Et ensuite, j'ai appris à utiliser Python pour accompagner mon idée, pour la transformer en un business qui aujourd'hui peut être dit rentable ou productif. Donc, merci. Ok, bonjour. Je suis Jafé Pandikba Tchabao. Je suis le Digital Officer de la Confédération des juniors entreprises du Togo. Je suis le fondateur de MiaBSMS qui délivre la plupart des OTP que vous recevez, mais aussi le fondateur de Maizu qui est dans l'automatisation des services clients par l'IA. Merci. Bonjour, moi c'est Basile, je suis data scientist dans une boîte qui s'appelle Mitsumoto qui collecte, met à disposition et analyse des données d'infrastructures, notamment au Togo. Et moi, mon rôle plus précisément c'est de les analyser du coup, par exemple pour permettre l'accès à l'électricité ou à l'eau au plus grand nombre. Merci à vous pour vos présentations. Vous avez vu déjà par leurs présentations qu'ils ont des parcours chacun très différents, mais très axés sur l'entrepreneuriat en Afrique. Donc, comme je l'ai dit, nous allons aller droit au but. Donc, vous avez tous eu à travailler sur une idée de départ. Vous l'avez développée afin d'arriver aux solutions que nous utilisons justement aujourd'hui. Comment est-ce que vous avez fait pour passer rapidement de l'idée au prototype, aux premiers essais? Comment est-ce que vous avez procédé? Ok, tu voudrais bien que je passe ou... Okay. Alors, la question elle est assez globale et difficile à répondre parce que moi je suis plus une personne qui passe à l'action, ce qui voudrait dire que dès que moi j'ai une idée, je ne me demande pas
quels sont les process, je commence juste à le faire de la façon dont je l'imagine. Et donc pour moi, je me suis assez outillé, être assez outillé, c'est-à-dire me donner les moyens. Apprendre à coder, c'est d'abord un outil pour moi. Donc j'ai les outils à ma disposition tels que le code, faire du Python, faire du Django principalement pour faire du back-end et Flutter pour faire du front. Mais aujourd'hui, je suis plus à un niveau où dès que j'ai une idée, je mets plus en place une équipe, c'est-à-dire j'ai des collaborateurs avec qui je travaille assez souvent, qui ont des compétences différentes des miennes, parce que je considère que je ne suis pas le meilleur dans tout et que je dois me concentrer sur là où je suis le meilleur. Et donc moi, je suis plus meilleur en faisant du mobile. Et donc aujourd'hui, malgré mon expérience bien sûr avec Django et tout, je préfère, lorsque j'ai une idée, je la partage avec un collaborateur et on fait le prototype en maximum un mois. Le prototype pour nous, c'est d'abord de valider l'idée, de savoir si cette idée elle est faisable de la manière technologique ou pas, mais aussi dans les mois, après le premier mois de prototypage, on va aller vers le premier client, trouver notre premier client, voir si le client il adhère à ce qu'on fait et si notre technologie, tout ce qu'on a imaginé dans notre tête, ça correspond réellement à ce que le client veut. Parce que la réalité, quand tu fais une technologie, c'est que souvent tu t'imagines quelque chose dans ta tête et tu arrives, ce n'est pas du tout ce qui correspond aux besoins du client. Et donc, c'est de cette façon, moi, je passe plus facilement de l'idée à un prototype ou à un produit qui peut être mis sur le marché. Alors, de mon côté, vu que j'ai beaucoup d'entrepreneurs à gérer, donc plusieurs projets, je me dois d'avoir une approche beaucoup plus structurée. Alors, il faut savoir que l'entrepreneur, quand il arrive avec un projet, il met de l'argent dedans et il est limité dans le temps. Si son projet s'éternise, il perd beaucoup d'argent. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'identifier les principaux modules ou les principaux problèmes auxquels il apporte des solutions à travers sa plateforme ou bien son application et essayer d'arriver à un produit minimum viable très tôt. Et ce PMV-là va nous permettre de l'envoyer sur le marché afin de tester le marché, voir comment le marché se comporte, comment le marché réagit à son produit. Le retour du marché, on va réadapter, aligner son produit sur les consommations, les habitudes de consommation et maintenant sortir un produit final qu'il va lancer, mettre en production, faire tourner pendant un moment, essayer de le faire rentrer dans les habitudes des gens avant de revenir élargir sa plateforme. Merci. Oui, bah, j'ai pas grand-chose à rajouter, bravo. Non, effectivement, pouvoir se laisser la liberté de tester, tester, tester et se réinventer dès que c'est nécessaire. Bravo. Et dans ce cas, je vais poser plus des questions spécifiques à chacun d'entre vous et plus vis-à-vis de votre utilisation de Python parce que bon, nous sommes quand même là autour de ça. Donc la première question sera pour Monsieur Basile. Vous travaillez avec de l'IA, le machine learning et tout ça. Vu que nous sommes dans un contexte africain, nous sommes en Afrique, est-ce que vous pourriez expliquer comment est-ce que vous utilisez Python justement pour transformer vos datasets en des modèles utiles, performants et précis? Je vais essayer. Bah, du coup, le machine learning utilise principalement le traitement des données, et ça c'est fait surtout avec la bibliothèque qui s'appelle Pandas, que je ne sais pas si vous connaissez, qui permet une manipulation vectorielle des données assez efficace et une visualisation très rapide. C'est un back-end qui est basé sur Matplotlib et où en 2 ou 3 lignes, on peut de prime abord inspecter les données. Ça c'est la première chose. Et ensuite vient la phase de modélisation à proprement parler, après un traitement, une harmonisation des données. Là, c'est plutôt scikit-learn qui est utilisé, qui est une super librairie que je vous encourage à regarder. Et donc ça permet un peu de faire la phase de traitement des données avec Python. L'essentiel, et je crois aussi ce sur quoi portait la question dans le contexte africain, c'est aussi un contexte où il n'y a pas énormément de données disponibles, pas de ressources de calcul énormes non plus. Donc peut-être la modulation du contexte africain, c'est d'utiliser au maximum le peu de données qui sont là. Il y a beaucoup de données open source qui sont disponibles, notamment, bon là je fais ma petite pub, mais vraiment ça vaut le coup d'aller jeter un œil, le géoportail de la République togolaise, où on a recensé des millions et des millions d'infrastructures et qui
qui sont pleins d'idées business. Enfin, là, on en parlait tout à l'heure. Potentiellement, il y a tous les restaurants qui sont référencés sur ce géoportail. Lui, il pourra les intégrer dans son application. Comme ça, ça augmente son trafic, ça redirige les gens vers les restaurants et ça peut l'aider à scaler sa boîte. Donc, il y a plein d'opportunités. Et donc, ça, c'est sur les données, tirer le plus parti des données open source qui existent. Et sur les ressources, peut-être, la mode est au deep learning et au très gros modèle, et c'est une très bonne chose. Mais il y a aussi plein d'autres modèles qui existent qui sont bien plus frugaux en données et bien plus frugaux en ressources de calcul, et avec lesquels on peut déjà faire beaucoup de choses. Donc peut-être dans l'idée justement de l'entrepreneur d'y aller petit à petit, ça peut être une super idée de commencer par ça. Et je ne saurais que trop vous recommander la documentation de Scikit-learn ou tout ce qui se fait sur Internet. Il y a largement de quoi découvrir un monde qui est très passionnant. Ok, merci pour votre explication. Je pense que ça... Donc, nous allons passer à M. Pontikba. Au niveau de Maizu, justement, on aimerait bien savoir quel framework Python est-ce que vous utilisez ou comment est-ce que vous utilisez Python principalement à votre niveau? D'accord, je pense qu'il y a maintenant une autorité de régulation des données privées. J'espère qu'ils ne sont pas là. D'accord. D'accord. Alors, Maizu, ce qu'il faut comprendre chez lui, c'est qu'il se connecte à votre WhatsApp et il interagit à votre place. Donc, il se fait passer pour vous, en fait. Et là, on rentre un peu dans votre vie privée. La stack de Maizu est assez complexe, mais Python intervient plus au niveau des prédictions et de l'analyse de données. Et qu'est-ce qu'on utilise là-bas? Principalement le framework FastAPI en backend et Pandas, comme il a dit. Je pense qu'après, côté données, là, on va revenir pour les questions. N'est-ce pas? Je vais passer à Monsieur Hugues, justement. Ce sera globalement la même question. Au niveau de vos différentes entreprises, puisque vous avez eu à faire H-Express, Orga Africa, Togo, à quel moment est-ce que vous avez concrètement utilisé Python et de quelle manière est-ce que vous l'avez utilisé? Alors, je pense que cette question, on devrait la poser à mon dev backend. Malheureusement, il n'est pas là. Alors, particulièrement, dans Orga en particulier, nous sommes passés à une autre tech par rapport à notre besoin, mais nous avons plus utilisé Python dans un autre projet qui est moins populaire aujourd'hui, qui s'appelle Dougou, qui est une plateforme de recherche immobilière où vous pouvez trouver l'appartement, le Airbnb, rapide, vite fait et tout. Donc, on l'a principalement utilisé pour concevoir les API et parce que ça correspondait à notre besoin. La technologie nous permettait aussi d'aller plus rapidement, aussi pour l'intégration des moyens de paiement, comme ça a été fait plus précédemment. Et donc, je pense que c'est principalement ce qu'on a fait. Maintenant, dans les autres techs qu'on est en train de faire aujourd'hui, on utilise aussi beaucoup Python pour analyser les données, surtout avec Orga. C'est carrément c'est nouveau ce qu'on est en train de faire. On utilise Python pour analyser les données, pour voir quelles sont les habitudes de consommation des restaurants et plutôt des commandes dans les restaurants. Et aussi plus loin, on veut aussi proposer une IA qui va pouvoir proposer à tout un chacun, lorsque midi sonne par exemple, par rapport à tes habitudes de consommation, on va te dire, bon, ok, aujourd'hui, au lieu, moi par exemple, ça m'arrive assez souvent, à midi, j'ai envie de manger, mais je ne sais pas quoi manger. Et du coup, je suis obligé de réfléchir, ce qui est une torture pour moi. Donc du coup, j'aimerais bien avoir une IA qui pourrait se caler sur ce que j'ai l'habitude de manger et me dire, bon, ok, aujourd'hui, c'est aïmolou à midi. Le soir, c'est riz au gras, c'est ce que j'aime bien manger, hein, donc excusez-moi. Et en fonction de ce que chacun aime, voilà, en fait, l'IA va pouvoir lui proposer ça. Vous voyez, pour ça, on a besoin de données. Il a fait part de ça. On a un manque de données concrètes dans l'écosystème et on en a vraiment, vraiment besoin. Merci. Merci pour la réponse à la question. Et ça m'amène justement à reposer une autre question. Monsieur Pondikba ou Monsieur Basile, vous avez la possibilité de répondre. Si justement on veut développer une IA comme Monsieur Hugues l'a
dit quels sont les outils qu'on devrait utiliser et comment est-ce qu'il faudrait procéder au vu du manque de données assez pertinentes dans notre société actuelle et des ressources que nous avons. Comment est-ce qu'il faudrait procéder justement pour développer l'IA dont il vient de parler? Bon, c'est une torture pour moi de réfléchir comme pour toi. Mais je pense que là, l'approche, ça ressemble à des recommender systems. Enfin, retrouver. C'est la même logique que Netflix qui propose le meilleur film ou YouTube la meilleure vidéo. Donc toi, j'imagine, les données d'utilisateurs que tu veux collecter. Et peut-être qu'au fur et à mesure, plus ton application avance, plus tu as d'utilisateurs et plus tu pourras avoir un système qui est performant. Mais du coup, pour le début, tu peux commencer par des petites heuristiques, des règles très simples, genre if heure inférieure à 12, then Aïmoulou, if heure supérieure à 12, then Rio Gras, mangeons. Donc ça, c'est les premières règles, et puis au fur et à mesure, complexifier cette approche, potentiellement, ouais, du coup, avec il y a les algorithmes de matrix multiplication en recommender system qui permettraient de faire ça. Mais c'est vrai que c'est des approches qui sont assez gourmandes en utilisateurs. Après, il y a l'idée aussi potentiellement de... Ça, c'est aussi un truc qui peut être intéressant, c'est d'avoir... dans l'idée d'utiliser tout ce qui est déjà là, utiliser aussi d'autres modèles qui ont déjà été pré-entraînés et potentiellement réadapter, peut-être agréger des données qui auraient été dans des endroits proches, mettons au Bénin, au Togo, peut-être dans la sous-région, les habitudes de consommation sont à peu près similaires, essayer de regrouper comme ça pour atteindre une masse de données importante. Mais bon, je te laisse le faire après, bon courage. Ok, je pense que répondre à cette question aussi, c'est une torture, parce que c'est ce qu'on fait de base. On se base aujourd'hui avec le peu de données qu'on a. On met des contrôles, des boucles, vous connaissez tout ce qui va autour, pour faire des propositions. Pour l'instant, ce n'est pas vraiment une IA qui tourne derrière. On fait des propositions en fonction de... Nous, on stocke à peu près ce que l'utilisateur fait dans ses habitudes et on dit, bon, ok, s'il a mangé 10 aïmolou dans cette semaine et 5 riz, ça voudrait dire qu'on pourrait lui proposer un nouveau repas qui va intercaler ce qu'il a mangé la semaine passée. Et donc, la nouvelle proposition, ce ne sera pas un aïmolou, mais ce sera peut-être un foufou, un mardi soir à 18h. C'est plus des trucs comme ça, on fait pour l'instant. Ce n'est pas encore vraiment de l'IA, mais on est en train vraiment de travailler sur le fait d'utiliser des modèles qui ont été pré-entraînés pour consommer de la data et ensuite faire des propositions beaucoup plus précises. Donc, je pense que c'est ça, mais peut-être que je ferai du if-else. Et ce serait bien. D'accord, moi je vais essayer de parler plus avec l'approche de l'entrepreneur. Selon moi, la première chose à faire, c'est de voir la législation en place. Parce qu'actuellement, nous n'avons pas d'IA, mais nous régulons beaucoup de secteurs. Et il faut voir, la dernière fois, j'ai vu une note dans le journal officiel. Nous n'avons pas la possibilité de développer ou de collecter certaines données à caractère personnel quand cela relève, par exemple, des infractions, etc. C'est réservé au gouvernement. Donc déjà, cela nous permet de ne pas perdre énormément de temps dans le développement d'une IA qui ne servirait à rien, qu'on ne pourrait pas déployer. Ensuite, Michio Motu n'est jamais bien loin qu'on parle de la donnée au Togo. Il faut voir, ils ont mis en place un certain catalogue de données à la disposition du public togolais, notamment le géoportail, et voir comment est-ce qu'on peut s'en servir pour alimenter et nourrir notre propre IA. De l'autre côté, il y a un problème que les entreprises africaines rencontrent. J'espère que les développeurs sont là, ils vont y réfléchir. C'est que la plupart des données existantes qui alimentent les IA ne sont pas des données adaptées aux réalités africaines. Les IA vont vous prendre des business models, des études et tout ça là, mais c'est basé beaucoup plus sur le modèle européen et pas sur le modèle africain. Vous allez essayer de prendre ça, vous l'implémentez en France, ça va sortir un 10 sur 10. Vous venez à Lomé, vous essayez le même modèle, vous y mettez 10 millions, vous revenez avec une dette de 50 millions. Vous voyez un peu? Donc, ce n'est pas adapté à notre marché et il faudrait penser peut-être à orienter avec les outils d'analyse la donnée pour qu'elle puisse être profitable à notre propre écosystème.
J'espère que les devs, vous êtes capables de relever ce défi, non? Ils répondent pas? Il n'y a pas de dev dans la salle ou bien... Ok, je veux poser plus une autre question. Ou bien vous avez faim? Ok, il n'y a pas de souci. Ça va venir. Bon, en tout cas, j'espère que la façon dont nous en avons parlé, ce sera le début justement du développement de cette IA. Mais M. Pondikba a soulevé un point sur lequel j'aimerais répondre par rapport au fait que les données que nous utilisons la plupart du temps, ce ne sont pas des données qui sont adaptées à nos réalités. Donc concrètement, qu'est-ce que vous proposeriez pour qu'on puisse développer ou renforcer l'écosystème africain concernant les données en fait? Je tiens, avant de répondre à cette question, à préciser que je ne fais pas de la politique. Donc, si on prend les systèmes européens, américains, occidentaux, on voit que ceux qui ont la même mise sur les technologies, la donnée, ce sont des entreprises. Exemple, Google, Amazon. Quand on vient en Afrique, ce ne sont pas des entreprises, ce sont des États. Donc, il faudrait quand même, et malheureusement, ces entreprises-là, ils ont la possibilité de libérer de la donnée à souhait, et de faire évoluer cette donnée-là, de l'exploiter à fond, et ce n'est qu'après qu'ils essaient de réglementer la chose. Nous, on n'a pas encore la donnée, mais on commence par les réglementations. La loi portant sur, et au finish, on n'a pas de données. Et quand on essaie de le collecter, on n'a pas la possibilité de le collecter. Pourquoi? Je viens de donner l'exemple de Maïzou. Est-ce que dès que vous allez savoir que je sais qui vous a écrit hier nuit, c'est fini, je vais me retrouver en tôle. Donc, je suis un peu coincé à ce niveau-là. Comment on fait? Il faudrait peut-être que l'État se mette en retrait et pousse un peu plus le secteur privé à prendre possession de la donnée. D'accord. Merci. Je peux apporter un complément, s'il te plaît? Un bref complément alors. Ok. Alors, moi, je pense que ce qu'il a dit, c'est super pertinent. Moi, si je suis apolitique, je précise. Ok, donc, moi aussi, aujourd'hui, je rencontre beaucoup ces difficultés parce que nous, on n'est pas encore dans ce type de données à collecter, mais déjà le fait qu'il y a certains accès qui nous sont, déjà parlons réellement, Internet. Moi, ça fait 2 jours déjà, j'essaie d'envoyer un fichier de 40 mégas, ça passe pas. Qui a envoyé un fichier de 40 mégas passé? Sérieusement. Et on a vraiment besoin de ressources. C'est le moment d'en parler. J'espère qu'il y a des gens qui vont pouvoir reléguer. Sinon, j'ai appris tout récemment qu'il faut se plaindre assez pour qu'on puisse t'entendre. Donc, je me plains assez pour qu'on puisse m'entendre. Alors, moi aussi, j'ai envie de partager ceci parce que je me dis, la donnée, en fait, lorsqu'on la régule, c'est parce que l'utilisation est soit mauvaise, soit impacte négativement. OK? Mais on a beaucoup de régulation aujourd'hui sur quelque chose qui n'existe pas. Moi, je suis quelqu'un qui passe à l'action. Souvent, je fais quelque chose et ensuite, je me rappelle que je dois aller peut-être vérifier si juridiquement c'est possible, quel est l'impact social et tout ça. Mais quand vous vous rendez compte, les grandes boîtes n'ont pas fait le contraire. Elles ont fait et ensuite, elles ont régulé. Mais nous, on est confronté à la régulation avant de faire. Maintenant, alors qu'on est dans une communauté où on a moins de 10% qui passent à l'action. Alors, comment on fait? J'espère que vous aurez aussi une solution pour ça, pour changer ça. Alors, Basile. Bon, puisqu'apparemment tout le monde le dit, je suis apolitique et je suis aussi pas togolais. Donc, bon. Mais c'était très intéressant ce que vous avez dit et ça soulève des vrais enjeux. Moi, la position que je maintiens, c'est qu'il faut utiliser tout ce qui est à disposition et dans les faits, il y a quand même un peu de données open source. Il y a les données satellites de Sentinel qui sont disponibles pour tout le monde. Il y a les données d'indicateurs socio-économiques qui sont produits par Meta, qui regardent tout le trafic Internet. Bon, bah, c'est pas forcément super, mais en tout cas, ils le font et ils mettent à disposition des données socio-économiques. Il y a Google qui a référencé tous les bâtiments du Togo, c'est accessible sur Internet. Et il y a tout un tas de jeux de données qui existent déjà. Alors, il y a plein de questions à se poser sur le caractère éthique de la collecte de ces données, mais tant qu'elles sont là, autant les utiliser.
Et la solution finale étant bien sûr que ce soit une collecte de données qui vienne d'en bas et pas d'en haut, et que chacun puisse avoir accès à tout. Voilà, merci, mais merci, c'était très intéressant. Merci pour vos apports à tous. C'était vos acclamations, s'il vous plaît. Nous allons essayer de faire un dernier tour et prendre vos questions si vous en avez justement. Je vais vous demander à vous, chers entrepreneurs, vous qui avez déjà eu à passer par les difficultés, tout jusqu'à maintenant, qu'est-ce que vous conseillerez aux jeunes développeurs, aux jeunes entrepreneurs, ceux qui ont justement des idées, mais qui ne savent pas comment les mettre en œuvre, ou comment est-ce qu'ils vont faire pour s'en sortir justement dans notre pays? Ok, en réalité... Ah, ok, ok. Comment s'en sortir au pays? Il n'y a pas de solution Est-ce qu'il faut miracle. quitter le pays? Bon, entre nous, si vous pouvez quitter, barrez-vous. Encore une fois, je ne fais pas de la politique. Alors, non, plus concrètement, je pense que il y a moyen de se faire de l'argent dans ce pays, mais il faut être malin. Il faut savoir sur quelle niche se positionner. Souvent, j'ai remarqué que les startups ou les business qui marchaient le plus ou qui avaient le plus de chances de survie, c'était des business dont l'État était le client. Bien sûr, il n'y a pas plus gros consommateur d'Agbana que l'État, parce que l'État ne paie que ce qu'il a déjà consommé. Mais il faut aussi que les jeunes nous les jeunes, qu'on arrête de proposer des solutions qui nous plaisent à nous. Des solutions qui font joli sur le papier, j'appelle ça des projets de concours. Je vais parler du carnet de santé. Excusez-moi, s'il y a des développeurs de carnet de santé, ce n'est pas contre vous. Mais je me demande, vous rentabilisez quand en fait? Parce que même moi, qui suis dans la tech actuellement, je ne suis pas encore passé à ce cap-là d'utiliser un carnet de santé numérique. Ce type de projet-là, il faudrait les développer à petit temps. Maintenant, des projets qui peuvent rapporter dans l'immédiat. Et dans le numérique au Togo, proposer des solutions dont le Togo n'est pas le client. D'accord? Merci beaucoup. En réalité, je ne sais plus quoi dire après ce qu'il a dit. Bon, perso, je suis un pro du travail acharné. Moi, je pense personnellement que malgré l'écosystème, tout le monde a sa place, tout le monde peut faire. Maintenant, je suis d'accord avec lui sur le fait que, sincèrement, arrêtons de faire des projets beaux sur le papier. Pour vous donner un exemple concret, j'ai fait Dougou. On a travaillé pendant 6-7 mois. On a fini l'application, on a fait un bon back-end, ça marchait bien, ça tournait et tout. On a prospecté, je crois, au moins une centaine d'agents immobiliers. Mais on se rend compte que, en fait, les agents immobiliers, même quand on leur propose la solution gratuitement, ils n'en veulent pas. Pourquoi je vais me tuer à faire ça encore? J'arrête, les gars. Vous voyez un peu? Moi, je pense que nous tous, on devrait se concentrer. Vous savez, moi, je ne suis pas contre le fait qu'on ait 10 Gozem au Togo. Vous savez pourquoi? Ce matin, par exemple, j'ai perdu 20 minutes parce que je cherchais un Zem qui va matcher à mon prix et je voulais le faire depuis ma maison. J'ai envoyé quelqu'un, il est parti, il a tourné, il est revenu, il n'a pas trouvé le Zem. Ensuite, je suis sorti, j'ai perdu 20 minutes à marcher et tout. Je pense qu'on pourrait faire un autre Gozem où tu peux négocier ton prix. Je pense que ça marcherait. Je dis ça, je dis rien, j'en sais rien. Okay? Mais en gros, passons à des projets où on sait que ça marche. Vous voyez, copiez, n'ayez pas peur. Copiez ce qui marche et reproduisez. Okay? Et aussi, pour vos prototypes, ne vous tuez pas. Il y a Odoo Open Source. Testez avec. Okay? Sérieusement, si vous avez une idée géniale, allez-y sur Odoo. Elle existe déjà. Sinon, je pense que l'open source contient toutes vos solutions géniales. Okay?
Donc, tu veux voir faire des projets qui vont marcher. N'hésitez pas à vous mettre 10 sur un seul projet. C'est mieux que de faire un projet individuellement pour présenter, gagner 500 000, aller manger et puis dormir. Ouais. Il y a un point sur lequel j'aimerais revenir parce que moi, ça m'a pris 5 à 8 ans pour le comprendre. Nous sommes une population de maximum 9 millions d'habitants. 9 millions d'habitants, lorsque vous sortez un projet et que vous avez peut-être 10% de la population qui est la cible, ça vous fait combien? 900 000 personnes. 900 000 personnes. Sur ces 900 000, combien vont consommer régulièrement le produit? Et admettons que vous gagnez un franc sur chaque utilisateur, ou bien disons 1000 francs sur chaque utilisateur par mois, sur 900 000 personnes, ça fait combien? D'accord. Maintenant, d'accord. Maintenant, lorsque vous allez essayer de dégager vos charges et les coûts de serveur, on sait combien coûte un développeur sur l'année, un développeur Python, un développeur Next, etc., etc. Vous allez vous retrouver à la fin avec une solution qui génère de l'argent, certes, mais qui n'est pas viable. Parce que les charges vont dépasser la somme qui rentre. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est la faillite assurée. Donc, on devrait partir sur une approche et de comprendre que notre marché, ce n'est pas uniquement le marché togolais, mais de faire des produits qui peuvent être au scale. C'est-à-dire, comme C'est Moi le fait si bien, c'est-à-dire faire un produit pour le Togo, pour la Guinée, pour l'espace CEDEAO. S'intéresser au marché de l'UEMOA, au marché que le fait d'être togolais nous offre une possibilité d'atteindre la ZLECAf par exemple. Donc, faire une étude de marché sur ces consortiums-là avant de commencer à développer son produit. Si on voit que le produit ne peut être consommé qu'au Togo, et en Côte d'Ivoire, ça ne va pas prendre, au Bénin, ça ne va pas prendre, au Burkina, ça ne va pas prendre, laissez tomber. Tu permets, s'il te plaît? Un instant, s'il te plaît. Je vais en front. Ok, j'aimerais rebondir sur ça parce que j'ai remarqué que beaucoup de gens ont peur de ça. Vous savez, moi je dis souvent, n'ayez pas peur de tout abandonner pour recommencer. C'est-à-dire quoi? Vous n'êtes pas obligé de faire une solution pour le Togo, même si vous êtes togolais. Vous le savez, non? Non, je ne détruis pas le pays, excusez-moi. Vous n'êtes pas obligé de faire une solution pour le Togo, même si vous êtes togolais. Moi, j'ai une boîte qui marche mieux en Côte d'Ivoire actuellement qu'au Togo. Et pourtant, le Togo aussi en a besoin. J'ai déployé ici, ça n'a pas marché. En Côte d'Ivoire, on a déployé. On n'a même pas déployé. Je crois que quelqu'un m'a contacté sur LinkedIn. Il a voulu être bizdev. Il a fait tout le boulot et ensuite, nous, on gagne de l'argent. C'est tout simple. Pensez aussi à ça. OK? Si vous ne pouvez pas faire un truc pour le Togo immédiatement, allez-y faire ailleurs, gagnez de l'argent et revenez mettez au Togo. Il n'y a pas de souci, on est d'accord. OK? Merci. Moi, j'ai pas grand-chose à ajouter. Si ce n'est que si j'avais une idée de business, bah, je vous la dirais pas. Donc, Ok, donc, nous allons acclamer nos panélistes et tout pour le temps qu'ils nous ont accordé. Oui, je prends la question. On va prendre au maximum 2 questions. D'accord? Je vois une main au fond. Et à part... Ok, une main ici. Ok, merci beaucoup pour la parole et merci aux panélistes. Premièrement, quand j'avais eu écho du thème, je me suis dit, intéressant, je vais aujourd'hui apprendre comment je peux démarrer un projet entrepreneurial avec Python. Mais je vois que c'est comme si Python ne va pas forcément m'aider à démarrer mon projet entrepreneurial. Mais bon, je ne sais pas. J'ai posé la question si peut-être il y a des procédés à suivre pour pouvoir le faire. Et ma seconde question, c'est sur les données. Aujourd'hui, en tant que jeune, comment on peut exploiter les données publiques de l'État un peu aujourd'hui pour pouvoir créer de la valeur? Merci.
Du coup, sur la seconde question, sur géoportail.gouv.togo, vous tapez géoportail de la République togolaise et vous trouverez, du coup, il y a deux sites, un qui est à destination des administrations et l'autre qui est à destination de tout le monde. Et donc ça marche par couche, donc il y a la couche par exemple, j'en sais rien, des abattoirs, la couche avec toutes les routes du pays, la couche avec tous les lampadaires du pays, et des tas de données qui vont avec. Par exemple, sur les écoles, il y a le nombre d'élèves, le nombre de filles de moins de 8 ans, est-ce qu'il y a des toilettes, énormément de choses. Donc il y a un grand terrain de jeu. Et soit vous y accédez directement, soit vous y faites l'accès. Et sinon, pour tout le reste, toutes les données open source, simplement une recherche Google devrait faire l'affaire. Donc je réponds à la première partie. Il faut comprendre que la première ressource, quand on veut être entrepreneur, ce n'est pas votre force de technicien ou de développeur Python. La première ressource à gérer, c'est le temps. Le temps, vous n'en avez pas. Du temps et de l'argent. Donc, avant même de commencer à ouvrir la machine et commencer à écrire en Python, il faut vérifier si le projet il est viable. Pour ne pas écrire du code pendant un an, s'investir pendant un an dans un projet et à la fin, on vous dit le projet, il ne peut pas être déployé. Je donne un exemple à l'appui. Lorsque j'étais au Nunya Lab, à la maison des jeunes d'Amadahome, je consultais certains projets d'entrepreneurs sur le numérique. Et j'ai reçu un projet, un très beau projet. Le projet, c'était quoi? Il y a des nouvelles cités en construction. Donc la personne avait développé une plateforme où il fallait juste... il vendait des tickets de tombola. En fait, la plateforme émet 10 000 tickets à 5 000 francs le ticket avec une des villas de la cité comme prix à gagner. C'est très beau, il n'avait rien à faire. Les gens achetaient juste le ticket. Et à la fin, la maison vaut 40 millions. Lui, il a récolté 50 millions avec les tickets. Il remet 40 millions au propriétaire de la maison. Au tirage au sort, quelqu'un le gagne. Et lui, il a empoché 10 millions. Très bien. Mais le secteur de jeux de hasard, la Lonato a le monopole dessus. Il a mis plus d'1 million. Plus d'une année à le développer. Il ne pourra jamais le déployer. La seule option, c'est de le vendre à la Lonato, s'ils en veulent. Donc, dès que vous arrivez à trouver vos marques et à vous assurer que vous ne vous aventurez pas en terrain glissant, maintenant, on peut passer avec un framework comme FastAPI ou bien quelque chose comme Flask pour essayer de faire un prototype rapide au niveau du back-end pour voir l'idée que nous avons, est-ce que nous pouvons le réaliser réellement. Mais je pense que la phase Python, la phase de développement ne représente que 5% du cursus en fait. C'est pour ça que je ne me suis pas attardé là-dessus. Merci. Bonjour, je suis Woro Kofi Jude, étudiant à l'EPL. Ma question porte sur les données. En fait, je voudrais demander, on a plusieurs types de données. Les données qui sont comme des vidéos, des images, et j'aimerais demander quel est le meilleur moyen d'apprendre ces données-là pour mieux donner une meilleure analyse. Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris la question. C'est quel type de média est le meilleur pour avoir la meilleure analyse? Non, on a des données. Des données, tableaux, images, etc. Des images et toutes autres choses aussi. Donc, dans un domaine donné, dans un contexte, on veut établir une application qui fait, par exemple, qui veut prévoir les clients pour une application. Sur quelle base on devrait s'établir pour, par exemple, enlever les valeurs qui manquent, comment analyser les données et sur quelle base on peut les appréhender. Ok. Je pense qu'une partie de la réponse, ça tient dans la complexité de traiter les données selon les types de données différents. Il y a les données qu'on dit tabulaires, donc c'est les tableaux, il faut imaginer une data frame sur Pandas ou un tableau Excel. Ça, c'est relativement facile à stocker, comprendre, etc. Et les algorithmes, il y a des algorithmes pas très lourds pour avoir des premiers résultats. L'image, ça va être tout de suite beaucoup plus lourd parce que tu stockes beaucoup plus de données et ce qui fait l'état de l'art aujourd'hui en image, c'est surtout des algorithmes de deep learning, des approches type neuro de raisonnement convolutionnel
qui sont assez lourds, donc ça pèse beaucoup en RAM et ça demande une grosse puissance de calcul, voire des GPU. Donc peut-être le plus rapide, c'est de commencer par des données tabulaires et après d'enrichir petit à petit. Il y a même des approches où on prend des données tabulaires et par exemple, mettons, on va analyser les données satellites pour nous rajouter une colonne sur le tableau, par exemple la distance à la route la plus proche qu'on aura calculée sur la donnée satellite. Donc je ne sais pas si je réponds complètement à ta question, mais je dirais d'y aller progressivement, peut-être tabulaire, texte, qui est aujourd'hui avec, tu peux utiliser un LLM et exploiter avec pas mal de fiabilité du texte, et après de l'image, du son, etc. Tout peut s'utiliser, mais c'est pour un coût de traitement, un coût de développement et des résultats différents. Si ça te va comme réponse, sinon redis-moi. Ok, merci pour la réponse. Je pense que si ce n'est toujours pas clair, peut-être au cours de la pause, vous pouvez l'approcher directement pour plus d'éclaircissement. Ok, donc je pense que vous allez acclamer pour remercier encore une fois nos panélistes et tout. Mais vous n'allez pas bouger.